Vous estimez vraiment être en harmonie avec vous-même dans votre parcours politique, monsieur le ministre? Tout à fait, tout à fait. Je défie quiconque de m'en prouver le contraire. Alors, nous sommes également allés chercher la seconde surprise de ce programme, de Recto Verso. Monsieur le ministre, nous étions exactement en juin 2004, cela fait 10 ans, le 27 juin précisément, dans une radio urbaine de Yaoundé nommée Magic FM. Le programme aussi est connu, Démocrature, présenté par un journaliste que vous connaissez, Roger Kiyek de Kiki. On a capté quelques extraits. Je vous propose de suivre ce que vous disiez il y a exactement 10 ans, M. Issa Chiroma Bakam. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. L'histoire de cette période jusqu'à présent n'a été écrite que par les turiféraires du régime, par les inconditionnels de M. Biya, par les gens qui lui sont redevables, qui lui font des clins d'œil et qui par conséquent jetaient l'anathème sur le président Ahidjo, le voué hégémonie. Tous les collaborateurs du président Ahidjo sont morts misérables. Tous. Allez voir les maisons qu'ils ont laissées. C'est vraiment des taudis. C'est 2 fois rien. Le détournement était inacceptable sous le règne du président Ahidjo. M. Biya ne peut pas prendre le Cameroun de la prospérité, comme lui-même il a dit, le ramener à la misère, comme c'est le cas aujourd'hui, et s'attendre à ce que ses concitoyens continuent à lui faire confiance et à jeter leur dévolu sur lui. C'est impossible. Le président Biya parle tout le temps de la réconciliation. Il ne la veut pas. Il ne veut pas de cette réconciliation. La dépouille du président Ahidjo se trouve encore à Dakar. Il paraît que sa famille s'oppose au rapatriement de la dépouille. Je n'en sais rien, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le président Biya ne s'appartient pas. Le président Biya est un bien national. Il n'appartient ni à sa famille biologique, ni à sa famille culturelle. Il appartient à toute la nation. Ahidjo a été président de la République. Il cesse d'appartenir à sa famille biologique. Il appartient à tout le Cameroun et c'est au Cameroun d'organiser des funérailles solennelles et officielles au président Ahidjo. Que les gens cessent de dire que le président Biya est bon et ses collaborateurs sont mauvais. Le président Biya, il a dit lui-même, il suffit qu'il opine de la tête pour dégager toute personne qui ne lui convient pas. Il n'a que les gens qu'il veut et qui travaillent comme il veut. Qu'on cesse donc de faire des autres des boucs émissaires. Le responsable de la situation, puisque le président Biya est le seul comptable, ou de la prospérité ou de la misère. Tous les ministres, tous les collaborateurs du président Biya sont comptables devant le président Biya. Il est aussi comptable de la paix, le président Biya. Mais aujourd'hui, vous dites que nous sommes en paix. Le Cameroun est calme. Et s'il y a paix, c'est la paix des cimetières. Regardez aujourd'hui le culte de la personnalité auquel on procède aujourd'hui au niveau des médias officiels. C'est simplement inacceptable. Le syndrome du Zaïre est en train donc de faire son apparition au Cameroun. Il faudrait que ce peuple baroudeur se réveille, qui se dise non. On doit construire la prospérité basée sur la solidarité, basée sur l'équité, sur la justice, et non aujourd'hui sur des mensonges grotesques et de l'assimilation. Voilà quelques extraits florilèges, je dirais, de ce programme Démocrature. Vous êtes passé il y a 10 ans avec un ton sévère par rapport à celui qui est aujourd'hui votre patron, comme vous le disiez, il était déjà président de la République. Est-ce qu'il n'y a pas quand même eu césure entre 2004 et 2014, monsieur le ministre? Alors, vous devez donc rappeler dans quel contexte ce discours. Nous étions à la veille de l'élection présidentielle. 2004, ouais. Oui, oui. J'étais un opposant pur et dur, réputé comme tel. Maintenant, si vous me posez la question, rétrospectivement, est-ce que j'assume? Oui, j'assume. La voix que vous avez entendue, c'est bien la mienne. J'étais membre de la coalition de partis politiques. La CN2R. L'un des dirigeants, sinon le principal, puisque j'ai eu le privilège de diriger plusieurs travaux de la coalition. À ce moment-là, le seul message qu'il fallait, c'est celui que vous avez entendu. C'est-à-dire que M. Biya a trouvé le Cameroun dans la prospérité et l'a amené dans la misère. Vous l'avez bien dit dans l'extrait. J'ai dit j'assume. J'assume tout ce que j'ai dit du simple fait qu'au moment où ce discours a été émis de moi, j'étais le représentant de la coalition. Que cherchait la coalition? Accéder au pouvoir. Et quand vous cherchez à accéder au pouvoir, qu'est-ce que vous faites? Vous poussez jusqu'à la caricature. Ah, c'était donc une caricature. Vous poussez jusqu'à la caricature. Vous transformez de beauté en difformité. C'est la responsabilité, c'est le métier politique. Vous, peut-être, ça vous surprend.
Ça vous surprend parce que vous n'êtes pas politique. Moi, je suis politique. Et moi, ça ne me surprend pas du tout. Monsieur le ministre, il y a un aspect sur le rapatriement de la dépouille de l'ancien président Amadou Ahidjo. Les positions restent les mêmes. Vous estimez que pour qu'il revienne au pays, du reste de ses corps, le reste de son corps, il faut que l'État du Cameroun prenne les choses en main, plutôt que la famille. Qu'il s'agisse de la famille ou de l'État, ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'un jour, la dépouille du président Ahidjo foulera le sol camerounais. D'où doit venir l'initiative? Ça date quand même de beaucoup d'années, monsieur le ministre. L'initiative peut venir de l'État ou de la famille du président Ahidjo. Merci de me recevoir à votre émission. Comment se porte le Cameroun aujourd'hui? J'allais dire très bien, n'eût été deux ennuis qui font que nous nous sentions un peu serrés aux entournures. Il y a Boko Haram à l'extrême nord, qui nous cause des problèmes sérieux. Le Cameroun victime collatérale d'une agression barbare, des gens complètement déshumanisés, qui rendent la vie difficile à nos populations. Dieu merci, nous avons une armée d'hommes et de femmes de qualité. Ces bandits n'ont jamais réussi à s'installer sur notre territoire, à plus forte raison qu'aujourd'hui, le Cameroun appartient à une équipe de 5 pays de la ligne de front, les forces multinationales mixtes, les amis de ces pays de la ligne de front qui mettent à notre disposition des renseignements nécessaires pour faire face à Boko Haram. Aujourd'hui, nous avons quand même dans la partie anglophone de notre pays, le nord-ouest et le sud-ouest, nos compatriotes, certains de nos compatriotes qui se plaignent de ce qu'ils sont en marge de la société, qu'ils sont frustrés. Mais pour l'un comme l'autre de ces ennuis, le chef de l'État et derrière lui son gouvernement et toute la nation. Comment est-ce que vous avez vécu d'abord la crise anglophone? Moi personnellement, je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait des problèmes. Et dès lors que ces problèmes nous sont apparus, le chef de l'État a donc mis en place, instruit le Premier ministre, chef de gouvernement. Comment se fait-il que vous avez laissé faire une situation comme ça et les uns les autres le disaient depuis longtemps? Vous avez fait un dialogue de sourds, justement. Le problème anglophone est devenu problème parce que les anglophones l'ont posé. Comment voulez-vous? Nous ne sommes pas des devins, nous ne lisons pas sur la... Non, monsieur le ministre, vous n'avez pas dit que vous n'êtes pas des devins. Non, mais écoutez. Ça fait pas des prérogatives quand même de l'exécutif. Ça fait partie des prérogatives. Vous l'avez reconnu que ça, c'est même mentionné dans la Constitution que ça devait se faire il n'y a comme de ça. problème que quand vous dites qu'il y a problème. Ah bon. Sur la cinquantaine d'années au cours desquelles nous avons vécu ensemble, c'est vrai, toute société a des problèmes d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Mais ces problèmes n'ont pas atteint cette acuité, ce caractère aigu. Et c'est quand nos compatriotes anglophones se sont sentis à l'étroit et ont posé donc le problème et que le gouvernement a pris le temps effectivement de les examiner, nous nous sommes rendus compte effectivement ces problèmes sont réels. Mais tout au long des 50 années et plus que nous avons passé ensemble, dès lors que ça ne gênait personne, ce n'est pas le fait qu'on en parle. Les 10 régions de notre nation, chaque région a ses problèmes. Bien entendu, c'est du rôle régalien de l'État quand même, de pouvoir un certain nombre de choses, surtout que c'est prescrit dans la constitution du pays. Mais ce qui est étonnant, c'est que par rapport à ces revendications, c'est la réaction du gouvernement. On dirait que vous prenez fait cause pour les sécessionnistes. Est-ce qu'il y a une répression, oui ou non, monsieur le ministre? Non. Il n'y a pas eu de répression? Non. Est-ce qu'il y a eu une incarcération des mineurs? Il n'y a pas eu d'incarcération des mineurs, il y a eu incarcération de ceux qui ont été pris en flagrant délit de destruction des biens de l'État, d'assassinat, voilà. La responsabilité de l'État. L'État a la responsabilité d'assurer la sérénité, que tout citoyen ait la possibilité de vaquer à ses occupations sans menace. Lorsqu'on prend des gens... n'en est pas encore sorti. Et de la manière dont l'État camerounais va gérer cette crise-là dépendra l'issue qu'on aura et la manière dont vous êtes en train de prendre les choses, surtout en réprimant, et je pèse bien mon mot, en réprimant et en incarcérant les mineurs et en disant après que non, c'est ceux-là qui ont touché à des édifices publics. Je crois que vous n'avez pas la même lecture entre vous qui voulez régler le problème et ceux-là qui sont victimes. Les sécessionnistes, au lendemain même de la réunification et puis du passage du Cameroun État uni
En Cameroun, tel que nous l'avons connu, tel que les pères fondateurs nous l'ont légué, les sécessionnistes voulaient déjà faire éclater notre nation. Donc, ce problème est un problème connu des sécessionnistes. Mais lorsqu'on brûle les drapeaux, lorsqu'on porte atteinte à l'intégrité physique, alors la responsabilité de l'État, c'est de croiser les mains parce que nous allons passer... Non, non. La responsabilité de tout État de par le monde, c'est de faire en sorte que règne la paix, la stabilité et que tout citoyen jouissent des prérogatives constitutionnelles. Et il est échu en partage au gouvernement la responsabilité de faire en sorte que tous les citoyens jouissent de ces privilèges-là. Bien entendu, j'ai parlé de répression, vous n'en étiez pas d'accord. J'ai parlé d'incarcération, vous n'en étiez pas d'accord. Mais la coupure d'Internet... Mais quand non, s'il vous plaît. Vous reconnaissez? Quand vous parlez de répression, quand vous parlez d'incarcération... Je sais que vous n'êtes pas d'accord par rapport à ça. C'est pourquoi je passe à autre chose. Je ne suis pas d'accord parce que lorsqu'on prend quelqu'un en flagrant délit, tel que ceux-là ont été pris en flagrant délit de violation des lois... On peut réprimer, c'est cela. On les arrête, et puis on les traduit, on les arrête. Donc c'est le mot réprimer que vous ne voulez pas. Non, c'est pas la répression. Maintenant, parlant maintenant de la coupure d'Internet, ça là aussi, c'est normal que l'on coupe Internet. Lorsque Internet devient un instrument d'incivisme où on invite les gens à la casse, aux opérations ville morte, l'Internet devient donc un instrument d'insurrection, de déstabilisation d'une partie de notre nation. Mais Internet a toujours fonctionné partout, dans tous les pays, justement. Et ça n'a pas été un instrument de... Le Cameroun n'innove pas. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de pays de par le monde où chaque fois qu'il y avait des problèmes de cette nature... Pays seulement. Quelques pays seulement. Oui, mais alors, il y a beaucoup de pays. Je suis désolé. Est-ce que vous avez mesuré l'impact? Nous n'avons pas listé. Oui. Est-ce que vous avez mesuré l'impact quand même de cette coupure d'Internet sur l'économie du pays? S'il faut mettre sur la balance entre l'intégrité territoriale, physique de notre pays, la paix, la stabilité et l'économie, le gouvernement choisit bien sûr la paix, l'intégrité territoriale de notre nation. Et nous avons pris le temps, le gouvernement a pris le temps qu'il fallait, et lorsque les conditions étaient réunies pour qu'on remette Internet, alors ça a duré le temps que ça a duré, et puis on a remis Internet. Monsieur le ministre, autre réaction que vous avez eue, c'est de dépêcher des missions d'explication à travers un certain nombre de pays, et surtout en Europe, en Belgique, en Afrique du Sud, au Canada aussi. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Plutôt que d'envoyer des gens à les sensibiliser, je ne sais même pas pourquoi on s'en va sensibiliser, mais est-ce que ce n'était pas mieux de se cramponner au problème qui est posé sur le terrain? Votre lecture, vous utilisez un prisme réducteur. Je vais élargir mon prisme alors. Élargissez votre prisme. Pendant qu'on s'occupait des problèmes internes, les activistes, les sécessionnistes, hors de Cameroun, allaient de chancellerie en chancellerie du ministère des Relations extérieures pour travestir, pour profaner, pour dire des invérités, des parodies de vérité. Il fallait donc que le gouvernement dépêche des missions pour aller dans les pays où ces mensonges-là étaient répandus pour dire attention. Est-ce que vous êtes sûr, à travers cela, que vous avez réussi à corriger quelque chose réellement? Parce qu'il y a eu beaucoup d'incidents par rapport à ces déplacements-là. Il y a eu beaucoup d'incidents qu'on a observés, justement. Oui, vous savez, on dit en politique, lorsque vous êtes à court d'arguments, vous utilisez la violence comme argument. Le gouvernement a dépêché des émissaires dans ces pays-là pour aller expliquer la situation du Cameroun, pour aller expliquer à ces gouvernements qui ont été interpellés ou faussement informés les moyens que le gouvernement a mis en place pour faire face aux problèmes soulevés par nos compatriotes. Il fallait absolument qu'il le fasse, et c'est à ce titre que le gouvernement a dépêché des équipes pour aller dans ces pays, pour dire attention, vous jusqu'à présent vous avez reçu un seul son de cloche qui est du travesti. Alors nous venons vous dire qu'est-ce que le gouvernement fait. Le gouvernement privilégie les dialogues. Le gouvernement dit ceci à nos compatriotes anglophones. Tout ce qu'autorisent les lois de la République et la Constitution, c'est recevable. Mais vous, en tant que nation, puisque vous avez été intoxiqué, serez-vous d'accord qu'une partie de notre nation veuille se détacher, veuille briser? Voilà donc le problème qui s'est posé. Nous sommes allés là-bas pour leur dire que le gouvernement privilégie le dialogue,
Et aussi longtemps qu'il y aura des hommes et des femmes de bonne foi autour d'une table, il est toujours possible de régler nos problèmes. Monsieur le ministre, on va clore ce chapitre en vous demandant l'ultime question, parce qu'aujourd'hui, on se demande quelle est l'issue réellement de sortie de cette crise. Et il y a deux écoles qui se présentent à nous automatiquement. Il y a certains qui prônent le fédéralisme, d'autres prônent la sécession. Quelle est l'approche la plus plausible selon vous? Le Cameroun demeure tel que nous l'avons hérité des pères fondateurs. Et c'est un héritage que le président Biya entend léguer à la prochaine génération, c'est-à-dire aux prochains hommes et femmes de qualité qui présideront aux destinées de notre nation. Oui, c'est un héritage qu'il a reçu des pères fondateurs. Il entend donc transmettre cet héritage à ceux qui démontrent... Si je comprends très bien, vous ne voulez pas de la sécession, bien entendu, mais donc vous êtes beaucoup plus pour le fédéralisme, c'est ça? Pas du tout. Nous avons commencé par le fédéralisme. C'est parce que ça n'a pas marché que nous avons dit, écoutez, ça nous coûte de l'argent pour rien alors que ça ne produit pas les effets escomptés. Nous avons commencé par le fédéralisme, c'est parce que ça n'a pas marché. Avoir le courage de se remettre en cause, ça fait partie d'intelligence, n'est-ce pas? Vous ne nous reprocherez pas, vous ne reprocherez pas au gouvernement de faire preuve d'audace et d'intelligence. Oui, alors, je vous dis, on a commencé par le fédéralisme. Ça n'a pas marché. Nous n'avons pas le temps pour dire pourquoi ça n'a pas marché, mais ça n'a pas marché. Et parce que ça n'a pas marché, nous avons dit, oh, écoutez, passons à autre chose. Pourquoi je réponds? Oui. Tous ceux qui ont les mains souillées. Je vous pose une question, madame. Un jour, j'ai eu à donner un point de presse, une conférence. Je vous ai montré des armes qu'on a découvertes dans un tunnel, des armes de guerre. Et les auteurs vous ont dit, oui, je revendique, je suis l'auteur. Et j'appartiens au bras armé des sécessionnistes. Vous êtes président de la République, madame. Vous mettez là, vous prenez les armes. Les armes de guerre. Et on vous dit ça. Et puis maintenant, vous demandez au président de la République, libérez-le quand même. Là où il est, il revendique, madame. Je suis l'auteur. Et j'ai fait venir ces armes-là par telle voie. Il n'a pas nié. Comment on sort de là, monsieur le ministre? Comment on sort de cette... Je vais d'abord vous avez posé une question très importante. Le chef de notre nation, la Constitution lui donne la latitude de libérer qui il veut. Il peut libérer les condamnés à mort. Il peut libérer les assassins les plus irréductibles. Il a les pouvoirs. Mais moi, en tant que son collaborateur, je reste donc dans le cadre des missions qui sont les miennes. Le respect de la loi, le respect, la protection de la vie, la protection des biens des individus. Peut-être qu'à son retour, il va le faire, monsieur le ministre, on ne le sait jamais. Je constate qu'on dirait que vous êtes sympathisant des sécessionnistes. Non, monsieur le ministre. Je joue mon rôle de journaliste, monsieur le ministre. Non, mais je m'interroge. Je suis journaliste, monsieur le ministre. Mais vous êtes journaliste, moi aussi, je réponds à vos questions. Voilà. Je réponds à vos questions, madame. Non, mais j'ai dit que mon discours, s'il est mauvais, le chef de l'État le corrige. Le Premier ministre le corrige. D'accord. Moi, je suis autorisé aussi à me tromper, n'est-ce pas? Mais si, écoutez, il y a une ou deux semaines, j'ai été interviewé par un professeur d'université qui me dit, mais monsieur le ministre, vous avez dit que il y a tant nombre de gars de sécessionnistes qu'on a arrêtés, on ne les libérera pas. Et puis 2 jours plus tard, le chef de l'État a libéré 55. Et il me pose la question, monsieur le ministre, est-ce que vous avez été désavoué? Ou n'avez-vous pas été désavoué par le chef de l'État? J'ai dit non, moi j'ai fait mon boulot, lui il a fait le sien. Ce qu'il voit, je ne vois pas. Ce qu'il entend, je n'entends pas. Et c'est lui qui a la responsabilité de protéger et de promouvoir Monsieur le ministre, on est presque arrivé au terme. Peut-être le moment pour moi de vous demander de repréciser donc ce que vous êtes venu faire à Douala, passer ce message de solidarité nationale. Vous l'avez dit en d'autres termes, reprenant le président de la République, que la forme de l'État n'est pas négociable. C'est ce qu'on doit retenir de votre tour ici? D'abord exprimer gratitude et reconnaissance du gouvernement de la part de tous les dirigeants politiques
à l'unanimité, qui condamnent la sécession, à l'unanimité, soutiennent le gouvernement. Je leur exprime gratitude et reconnaissance du gouvernement. J'exprime également gratitude et reconnaissance à Canal 2 et à toutes les télévisions qui vous regardent pour le bon travail que vous faites. Vous avez dit tout à l'heure, madame, non, il n'y a pas de menace, madame. Mais quand il y a péril en la demeure, on fait attention. Je voudrais vous inviter à consulter l'histoire et votre répertoire. Lorsque les États-Unis sont en guerre, la presse a une seule voix. Vous le savez. Bien sûr, monsieur. Soutenir le gouvernement. Que la guerre finisse d'abord. Après, on va dire non, ça c'est bien, là c'est pas bien. Soutenir. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. C'est ce qui se fait. Nous sommes sous la menace. Donc, vous remerciez, vous félicitez et vous demandez de rester des gardiens jaloux de notre vouloir vivre ensemble et des protecteurs jaloux des frontières de notre nation. Dire que nous sommes une nation forte. Le Cameroun est stable, le Cameroun est en paix, le Cameroun a un chéquier et une signature, en dépit du comportement irresponsable d'une partie de nos compatriotes. Je viens donc vous remercier et vous dire que protéger cette chose qui nous est commune, qui est une usufruit, protéger cette chose, madame. Merci à vous, monsieur le ministre de la Communication, d'être passé par ici. Donc, merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir regardé. Nous espérons, dans d'autres circonstances peut-être plus calmes, vous revoir très vite sur nos plateaux, monsieur le ministre. Je souhaite bien, et je suis un peu séduit par la qualité de vos prestations. Je suis séduit et je souhaiterais vraiment revenir. C'est pas vous qui animez l'émission L'Arène, c'est qui Canal Presse, L'Arène, c'est Rodrigue Tongué. Voilà, oui, mais vous souhaitez descendre dans l'arène, monsieur le ministre? Non. Par l'impertinence, vous poussez, n'est-ce pas, votre interlocuteur à aller au fond et à dire. D'accord. Vous êtes professionnel, c'est bien, madame. Merci à vous, monsieur le ministre. Vous êtes professionnel. Merci à vous et bonne journée sur Canal 2 International. À ceux-là qui veulent diviser, c'est votre responsabilité. Mais Canal 2 sera le premier à être détruit. Monsieur le ministre, on parle de cette crise. Comment est-ce qu'on peut la résoudre maintenant que vous appelez au dialogue alors que certains leaders, comme on le dit, de la contestation sont encore maintenus en prison? Est-ce qu'il ne fallait pas commencer par eux plutôt que parvenir dans les médias? Madame, j'ai comme l'impression que vous faites preuve d'une amnésie sélective. En quel sens, monsieur le ministre? Pourquoi vous ne dites pas que 55 ont été libérés? Mais pas tous, monsieur le ministre. Vous voulez donc que ceux qui brûlent les écoles, ceux qui ont tué, cassé, ceux qui ont profané nos drapeaux, que ceux-là aussi soient libérés? C'est à eux qu'il faut le dire, monsieur, pas à moi. C'est-à-dire qu'à cette opinion qui se demande pourquoi certains sont encore maintenus en prison. C'est à eux que vous devez répondre. Ils sont... Mais madame, je suis en train de discuter avec vous. Bien sûr. Vous me dites pourquoi, je réponds. Oui. Tous ceux qui ont les mains souillées. Je vous pose une question, madame. Un jour, j'ai eu à donner un point de presse, une conférence. Je vous ai montré des armes qu'on a découvertes dans un tunnel, des armes de guerre. Et les auteurs vous ont dit, oui, je revendique, je suis l'auteur. Et j'appartiens au bras armé des sécessionnistes. Vous êtes président de la République, madame. Vous mettez là, vous prenez les armes. Les armes de guerre. Et on vous dit ça. Et puis maintenant, vous demandez au président de la République, libérez-le quand même. Là où il est, il revendique, madame. Je suis l'auteur. Et j'ai fait venir ces armes-là par telle voie. Il n'a pas nié. Comment on sort de là, monsieur le ministre? Comment on sort?
Mesdames et messieurs, bonjour. Nous interrompons nos programmes pour recevoir un hôte de marque ce samedi sur Canal 2 International. Le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, et toute sa suite est donc de passage dans nos locaux ici à Douala. Bonjour, monsieur le ministre. Madame, bonjour. What brings you to Douala today? First of all, I'm very much comfortable and happy to be in Douala. I spend a good deal of time without having opportunity to be here. I decided to come and to discuss with you, listen to you, and I request that you listen to what I have to say. First of all, I want to say that the only area on earth that you can flex your muscle and say that I am at home and very proud to be at home, this is the area. And the home that you claim is under threat today. Our responsibility individually and collectively is to be aware of what is taking place, to understand what is taking place, where lies the problem, and how to address it, and how to solve it. Your television is one of the most important in Cameroon. I am the manager of almost 30 television, and you count among the best. I'm very much proud of what we are doing. And I want to use it as a tool to let your televiewer listen and know what is the government is all about, what is taking place in the nation, and what is the role of us as a communicator, and what is the role of all citizens when the threat is at home. So I came here to remind you that we are a marvelous nation, very stable nation, very well managed nation, ready to face any kind of threat from within or from without. This is the purpose, but you know the reason why I am here. Be more precise if you want in both languages, and I am ready to answer. Bien sûr, vous direz un mot en français de ce message, même si les Camerounais sont bilingues et savent très bien, ont bien compris ce dont vous aviez parlé. Vous parlez de dialogue, monsieur le ministre. C'est pas avec les médias que vous devez dialoguer, non? Les médias, je viens vous voir parce que vous êtes des faiseurs d'opinion. Informer est le rôle fondamental. Le second, éduquer, votre rôle fondamental. Ensuite, divertir. D'accord. Parce que quand on a informé, quand on a éduqué, quand les gens sont fatigués, il faut les divertir. Ça fait donc partie des trois composantes. Je viens donc vers vous pour dire quelle est votre responsabilité à ce moment précis où notre pays est confronté à une difficulté interne. Parce qu'il y a des dérives sur le plan de la responsabilité, monsieur le ministre, dans les médias? Quel est le rôle des médias? C'est sensibiliser, c'est conscientiser. Lorsque vous dites à quelqu'un tous les jours qu'il est bête, je vous assure, il finira par être bête. Vous dites à quelqu'un, vous êtes très intelligent, même s'il était idiot. Il finira par croire qu'il est intelligent, il le sera. Le rôle de la presse est fondamental. C'est la presse qui... You are the opinion makers. You have to understand the role, the most important role that you have to play in this crucial moment. We are at a turning point. We have to understand what is our responsibility as a communicator. We have to sensitize. Tragique, mais le moment est tendu, et puis vous nous dites, ok, ne donnez plus la parole à certains Camerounais. Pourquoi, monsieur le ministre? Parce qu'ils veulent détruire notre nation, parce qu'ils ont été de ceux-là qui, profitant de l'ignorance et de la naïveté de quelques-uns de nos compatriotes, ils leur disent beaucoup plus grave, madame, si Canal 2 existe aujourd'hui et vous êtes en train de convaincre les uns et les autres, parce qu'il y a la paix dans cette nation. Très bien. S'il n'y avait pas la paix, je ne serais pas avec le gouverneur, je suis sous sa responsabilité pour faire ça. Vous donnez la parole à ceux qui veulent diviser la nation, et bien ma foi, demain vous ne serez plus là. C'est une menace, monsieur le ministre? Je ne vous menace pas, je vous dis ce que vous devez faire. Ce n'est pas une menace. Mais vous devez comprendre qu'à donner la parole aux sécessionnistes, je fermerai votre télévision. Ce n'est pas plus compliqué que ça. D'accord.
La nation doit rester ferme, unie, solidaire. Je ne vous ai jamais tenu un tel propos. Vous êtes d'accord? Dans toutes mes déclarations, je vous prends toujours à témoin. Je n'ai jamais eu à interférer au niveau de la ligne éditoriale. Je gouverne au moins une trentaine de télévisions, moins de 200 radios. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? C'est pour la première fois que vous me voyez vous tenir de tels propos parce qu'il y a péril en la demeure. Les sécessionnistes viendront s'installer donc à Canal 2 si au nom de la démocratie, vous voulez équilibrer la parole. C'est ça, n'est-ce pas? Il faut que la parole soit équilibrée. Il faudrait qu'on la donne aux sécessionnistes. Au nom de la liberté d'expression, monsieur le ministre. La liberté d'expression, qui est l'un des piliers de cette démocratie que nous vivons. Écoutez ce que je vais dire, madame. La liberté de la parole s'arrête là où la menace existentielle de notre nation commence. La liberté de la parole s'arrête là où commence la menace existentielle. Si vous donnez la parole today at home, you have many of brothers and our sisters who have been misled, who were deceived. What is the responsibility of the government? It is to enlighten them, to awaken them, and to let them know that you are a victim of those who are handling a leverage just to make you the tool in order to meet their target, their purpose. Their target and purpose being to split this nation because they are thirsty of power. They want to rule this nation. They have to deceive people, to mislead them in order to... So we are at a crossing point. Je suis en train donc de dire que je suis ici chez vous pour vous informer de ce que votre puissant instrument ne doit jamais être utilisé par les ennemis de la nation, ceux-là qui veulent ou sont des partenaires connus ou cachés de ceux qui veulent donc diviser notre nation. Votre responsabilité majeure, c'est de savoir que vous êtes gardien de l'orthodoxie gouvernementale en matière de gouvernance de notre nation. Vous êtes des responsables. Votre responsable, oui, vous êtes communicateur, madame. Alors c'est en cela que vous m'apparaissez comme quelqu'un de dangereux si vous ne réalisez pas la puissance que... Écoutez, tout le monde suit Canal 2. Supposez donc vous faites venir un sécessionniste ici, vous lui donnez votre télévision, il dit « Ah non, il faut diviser la nation ». Monsieur le ministre, vous parlez aussi de démocratie et donc de liberté d'expression. Et vous l'avez dit, le président national a dit « On est dans un pays où on n'a plus besoin d'aller en exil pour exprimer ses opinions ». Alors pourquoi est-ce que vous pouvez, en ce moment aussi tragique, on va pas, je vais peut-être retirer